Là, j'arrive au deuxième point de cette séance, après cette récapitulation. Il y aura un troisième point à la fin, qui est un troisième point pratique. Je vais en parler, c'est juste une orientation par rapport aux examens, une réponse aux soucis des étudiants en général. J'arrive au deuxième point. Le premier, c'est une récapitulation. Le deuxième point, je vais essayer non pas de prendre mon temps, mais simplement de vous indiquer quelques éléments essentiels. Après la question de l'état de droit, du politique, etc., etc., c'est l'identité littéraire de la France. Il faut pas oublier une chose. Il y a des sociétés qui s'imposent par une sorte d'esprit. La France a une place en Europe. Je ne fais pas l'éloge de la France, loin de moi ce type d'identification. Mais de ce plan historique, il y a des choses qu'on peut rappeler. Il y a l'esprit de la France dans le sens où, dès la Renaissance, 18e, le français était une langue européenne, les philosophes étaient chouchoutés partout dans les cours européennes, etc., etc. Tout ça, on le sait. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. D'ailleurs, si, ça peut m'intéresser, pour que ça puisse vous intéresser aussi. C'est que il y a, si vous dites à n'importe qui en Europe ou en Amérique latine, dans certains pays, la France, ils vont citer quoi? Bon, il y a des gens, qui sont en manque d'inspiration, ils peuvent peut-être dire Charles de Gaulle, ou Sarkozy, etc., mais ça, ce sont pas forcément des références pertinentes. Mais dans la vie des gens, ils peuvent dire Victor Hugo, comme ça, même s'il a jamais lu. Et ils peuvent dire Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Il y a ou dans les sciences humaines, Brodel, ou je ne sais pas, Proust, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, la chose est claire, il y a des sociétés qui s'imposent par un patrimoine symbolique. Patrimoine symbolique. Patrimoine symbolique, c'est-à-dire, dans la conscience collective, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la culture et pas simplement de l'histoire. Et la culture, la littérature, est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance parce qu'il y a eu un épanouissement dans le rapport à la culture. Par la multiplication des équipements culturels, les bibliothèques, salles de théâtre. Il ne faut pas oublier que c'est Malraux, il était ministre de la Culture, entre guillemets, de Charles de Gaulle, c'est le premier qui a fait les maisons de culture, parce qu'avant il y avait les grandes bibliothèques et puis c'est tout, pour les étudiants, etc. Bref, il y a donc la multiplication des équipements culturels. Il y a des vecteurs, des médiateurs de plus en plus importants, la presse, la radio. Même si on parle d'une mauvaise littérature, aujourd'hui, sur les chaînes françaises, il y a toujours la place de la littérature, même s'il est moindre par rapport à avant. Et puis il y a la littérature qui crée parfois elle-même des événements. Avec l'affaire Dreyfus, avec Sartre, avec Proust, avec Camus, avec Breton, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce sont des témoins, les écrivains sont des témoins des tensions de la société et en même temps de quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte d'élévation de la société vers les idées, vers l'inscription de la modernité dans le regard qu'il pose sur les choses. Cela crée un mode de vie intellectuel spécifique. Ça ne veut pas dire que personnellement, à titre personnel, que je suis sensible à la mode parisienne ou Saint-Germain-des-Prés les années 60-70, mais ça a joué un rôle. Comme la période de Proust, ça a joué un rôle. Comme Mallarmé, avec son Cénacle, etc., a joué un rôle. Et je ne parle pas du 18e, 19e, etc. Donc il y a une dynamique de la littérature qui accompagne la dynamique de la société. Il y a ce qu'on peut appeler les magistères esthétiques et idéologiques. Magistères, pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir symbolique. Ce sera l'un des derniers points à propos duquel je vais parler sur l'idée de l'intellectuel. Donc, il y a un magistère esthétique et idéologique. Par exemple, je prends quelques exemples. Je prends quelques exemples, pourquoi? Parce que le cours sera mis sur la plateforme scanné. Vous pouvez consulter les documents de façon un peu plus ample.
Donc, il y a des événements comme les temps modernes, après la Deuxième Guerre mondiale, qui est très important. Je ne parle pas de J'accuse, qui est fin 19e, début 20e, qui a séparé la France en deux. Mais je prends l'exemple des temps modernes, qui a été quand même très important, même si ils étaient, ça on peut le dire, 40 ans, 50 ans après, mais dans les médias, ça a été très important. Même s'ils ont été quand même dans une sorte de cécité idéologique, parce qu'ils avaient fait l'éloge de l'Union soviétique alors que c'était l'assujettissement du peuple par un commissariat politique, etc. Même si le communisme était un idéal pour tout le monde, même pour moi. Mais un idéal à un moment donné, parce qu'après on voit un petit peu les travers de l'histoire, et puis surtout, la violence exercée au nom du bien. Donc il y a une dynamique, il y a une force qui fait que toute la société française a été accompagnée par la littérature. Pourquoi? Parce qu'il y avait à la fois la division gauche-droite, il y avait la bipolarisation du monde, de la vie sociale, la guerre froide, la tentation communiste, le marxisme considéré comme horizon indépassable, comme dirait Sartre. Il y avait les mouvements de libération tiers-mondistes, les gens étaient pour l'Algérie, d'autres étaient pour l'Algérie indépendante, l'Algérie française. Bref, la culture se présente. Et puis il y a, j'oublie pas, les mouvements surréalistes qui étaient, par exemple, un mouvement politique en même temps que littéraire. Bref, la culture se présente à côté du politique et de l'historique comme une puissance symbolique. Et cela veut dire qu'il y a des ruptures dans l'histoire de la culture, des modernités culturelles. Parce que le changement de la société a donné aussi, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la sortie de la tradition autoritaire, donc il y a aussi la sortie des modèles classiques. Déjà avec Victor Hugo qui a dit il faut mettre un bonnet rouge ou noir, je ne sais plus quel a dit, quelle couleur il avait choisi, sur la rhétorique, etc. Pourquoi? Parce qu'il voulait un autre théâtre avec la querelle de Riblaz, avec etc. Mais ces querelles sont intéressantes. Pourquoi? Parce que la société française a toujours été, ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup de sociétés, a toujours été une société de rupture entre l'ancien et le moderne. C'est-à-dire, il y a l'installation au fur et à mesure de l'ère du soupçon, comme dit Nathalie Sarraute. C'est-à-dire, il y a des ruptures, on remet en question le modèle classique, balzacien pour la littérature, le théâtre avec Beckett. Il y a toujours une querelle entre le passé et le passé et le présent. Et cette bataille a été le cas, ça a été déjà 17e, 18e, 19e, avec le romantisme qui a créé une sorte de rupture dans la société. C'est-à-dire que on retient toujours les moments de crise, de rupture. Par exemple, le surréalisme et puis le nouveau roman, dont je vais peut-être parler, je ne sais pas. Ça dépend si je dois faire vite ou me donner un peu de temps. Par exemple, le nouveau roman. Le nouveau roman est venu pour dire non, on est contre l'illusion référentielle. On est contre cette façon de croire qu'on peut représenter le monde. Il faut être dans ce que Barthes appelle une littérature littérale, etc., etc. Bon, oui. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On a oublié le nouveau roman. On a gardé ce qu'il y a de meilleur dans le nouveau roman parce que il y a des écrivains qui sont pour moi très importants, comme Robert Pinget, Nathalie Sarraute, etc. Les autres, ils étaient plus ou moins un peu dans une contestation de circonstances. Donc, il y a toujours ces batailles, il y a toujours ces contradictions. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un mouvement de continuité et un mouvement de novation ou d'innovation. Et c'est quelque chose de très important. Et au XXe siècle, la chose est encore plus importante parce qu'on a vu quelque chose qui a touché tout. Le cinéma, la peinture, avec l'essor de l'impressionnisme vers l'art abstrait, vers le cubisme, vers l'écriture automatique dans la poésie, vers un ensemble de choses qui a touché la société de fond en comble. Pourquoi? Parce que la conception de l'art a changé.
Au point que parfois, on est presque dans l'illisibilité contre la facilité de la lisibilité. C'est-à-dire, bon, ça ne veut pas dire que tout a disparu. Il y a toujours des gens qui écrivent de façon classique, disons, lisible, normative, etc. Et puis il y a toujours des gens qui bouleversent les choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a chaque fois une conception que l'on porte au point que, par exemple, je prends l'exemple de l'art. L'art, ça a quand même bousculé les choses. La disparition du figuratif comme genre dominant a été très important. Même le retour du figuratif, il a eu lieu, mais il est transformé. Pourquoi? Parce que l'abstraction est passée par là. Donc finalement, ce ne sont pas simplement une querelle entre les anciens et entre les nouveaux, les modernes et les anciens. C'est pas simplement des querelles de clochers, c'est aussi l'évolution d'une sensibilité vers une sorte de puissance de la rupture qui est en elle-même une interrogation sur toute la mémoire littéraire, sur l'antécédence. Il y a la précédence, il y a l'antécédence, il y a plutôt le devenir et l'antécédence. Et on voit ça d'une façon forte en peinture, au cinéma, ce désir de rompre avec les canons académiques. Je crois que c'est très important de rompre avec les canons académiques. Pourquoi? Non pas parce que la peinture d'avant, par exemple, était figurative, était ceci ou cela, non. Le 18e, le 19e, il y a des peintres incroyables. J'ai vu récemment des reproductions, parce qu'il était exposé en France. Greco, je crois, il s'appelle Greco. C'est un peintre espagnol d'il y a 2 siècles, 3 siècles. Mais quand on voit sa peinture, on a l'impression qu'il appartient au 20e. Ce qui fait que parfois, il y a le passé. Le passé ne peut que revenir quelque part. D'ailleurs, la postmodernité parle beaucoup de ça, mais ça c'est un autre sujet que je préfère ne pas aborder parce que c'est tout à fait autre chose. Mais par rapport à ces ruptures, ils sont fondamentales dans le sens où ils permettent de digérer, pour parler vite, toute l'histoire de la peinture pour pouvoir inventer autre chose à partir d'individualité, à partir de rupture. Parce qu'il ne faut pas oublier que Manet, par exemple, a eu des problèmes pendant le salon de peinture fin 19e, il n'a pas été accepté, il a été chahuté, etc. Et pourtant, Manet aujourd'hui, c'est quelque chose. Donc, il y a la contestation, c'est-à-dire, parfois on va très loin, il y a des radicalités. C'est ce qu'on appelle, par exemple, le peintre qui a exposé un urinoir. Bon, c'est un nom, mais bon, je vais pas le chercher. Oui, ça s'appelle le ready-made. Le ready-made, c'est la contestation de l'art par l'art. C'est-à-dire, nous sommes allés très loin dans ce que Foucault appelle l'épuisement des possibles intellectuels. On épuise les possibilités. Parfois, il y a des choses qui sont aberrantes. Baudrillard a fait un texte magnifique sur l'imposture de l'art moderne, contemporain en tout cas, sur certaines choses, comme les installations, etc. Je suis d'accord avec lui. Mais ça permet de dire 2 choses. Il y a l'évolution des choses, des formes, de la sensibilité, qui sont très importantes. Et puis il y a la contestation de l'art par l'art, qui fait partie d'une forme de lucidité historique, qui n'est pas forcément, qui n'est pas mauvaise. Pourquoi? Parce que le XXe siècle a des préoccupations formelles fondamentales et parce que il y a une fracture dramatique dans le rapport aux choses. Il y a un nouveau théâtre, il y a un nouveau théâtre, il y a une nouvelle littérature, il y a un nouveau langage. Bref, il y a la recherche d'un esprit nouveau. Alors, les époques sont toujours plus ou moins ainsi. Chaque époque cherche un esprit nouveau. Depuis toujours, peut-être. Depuis toujours, pourquoi? Parce que celui qui naît, il est né dans un sillage. Il est né dans un parcours, dans une histoire. Il vient toujours un moment où, soit il continue l'histoire, il la répète, il la reproduit, ou il l'enrichit à sa manière, ou alors
il appelle à l'esprit nouveau. Et ça, on le voit avec les surréalistes, avec les surréalistes, avec les premiers propos d'Apollinaire là-dessus, vous allez voir ça dans le document, qui appelle à un esprit nouveau, donc à de nouvelles expériences littéraires. Alors là, il y a un point que je dois quand même préciser. Ça ne veut pas dire que Diderot, Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud surtout, n'étaient pas dans cet appel-là, n'étaient pas dans cette quête particulière, dans cette désorientation de la tradition. Ils y étaient, mais ils ne le disaient pas beaucoup. Sauf Rimbaud peut-être. Ils ne disaient pas beaucoup, pourquoi? Même Victor Hugo, ils le disent finalement, même Diderot. Mais ils le disent, mais ils sont pas dans ils sont dans une rupture par rapport à leur propre expérience. Alors qu'au XXe siècle, les choses ont pris beaucoup de dimensions, beaucoup de proportions, des proportions énormes, énormes, énormes. Pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes massifs. Parce qu'il y a la médiatisation. Aujourd'hui, il y a des auteurs en France, comme Houellebecq, qui devient un phénomène littéraire. Pourquoi? Parce qu'il parle certaines choses, parce que ça touche, parce que ça bouscule, etc., etc., etc. Alors que peut-être avant, c'est lié à des mouvements qui sont, je dirais pas intimes, ils ne sont pas intimes, mais qui sont dans une discrétion de l'histoire. C'est seulement après que l'histoire les rappelle, leur donne de l'importance. Il y a toujours finalement un nouveau langage, un nouvel esprit. Seulement, il y a au XXe siècle des polarités, des écoles, des guerres. On met l'accent sur telle chose contre telle autre chose d'autre, et ainsi de suite. Et l'exemple du surréalisme, pour le prendre un petit moment, est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois esthétique et politique. Esthétique au départ, politique à la fin. Et l'esthétique et politique parce que Breton voulait intégrer, je dirais ça en quelques mots, intégrer tout ce qui a été rejeté dans les mœurs littéraires ou dans le travail de la littérature. C'est-à-dire, on croit qu'il faut écrire à partir de la conscience, à partir d'une liberté, à partir d'une morale, à partir d'une clarté de l'esprit. Alors qu'en réalité, on laisse de côté ce que j'ai envie d'appeler la nuit humaine, c'est-à-dire l'inconscient, les rêves, etc. Alors, l'automatisme, Breton avec ses amis ont essayé de retravailler la littérature à partir de tout ce qui a été laissé de côté, en réhabilitant toute une histoire de la littérature qui est formidable, comme Marquis de Sade, etc., au Nerval. Pourquoi? Parce que c'était des auteurs qui étaient marginalisés dans l'histoire de la littérature, et puis parce qu'ils étaient scandaleux et choquants. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient de la sexualité, parce qu'ils parlaient de la folie, etc. Bref, Breton et ses amis, les autres surréalistes, ont essayé de récupérer toute cette histoire. Le Trianon, par exemple, qui n'a pas été enseigné, qui est oublié, c'est grâce aux surréalistes qu'elle a été mise en avant, et ainsi de suite. Il y avait une rupture très importante, une fracture importante. Pourquoi? Parce que, pour eux, l'écriture doit être quelque chose de plus vrai, et non pas de manipulé. D'où l'automatisme, d'où le cadavrix, c'est-à-dire écrire des choses, une phrase complétée par un autre, etc. D'où l'inconscient, d'où l'écoute de soi-même comme quelque chose de profond. D'où l'amour comme vérité charnelle, et non pas comme quelque chose qui est, disons, soumis à des normes, à des représentations un peu plus ou moins surannées. Donc il y a ça, mais en même temps, tout ça pour faire vite, il y a la recherche de la libération de l'homme. Parce que pour Breton, l'homme doit à la fois concilier le haut et le bas. C'est-à-dire la vérité de l'esprit, mais aussi tout le côté pulsionnel, charnel. Et il faut à la fois introduire le rationnel et l'irrationnel. Et l'homme ne peut arriver à libérer le langage, d'après, à la fin, les derniers textes, il a même écrit des textes sur la littérature avec Trotsky, il a
il a développé l'idée de la libération de l'homme par la politique pour pouvoir arriver à ce qu'ils appellent l'homme total, l'homme général. Mais ça, c'est encore une utopie particulière. Mais aujourd'hui, on ne lit plus les surréalistes. En dehors de quelques textes essentiels comme Nadja, comme l'amour fou de Breton et quelques textes. Bref, il y a quelque chose de très important dans ce sens-là qui montre que ce qui importe, c'est de libérer chaque fois la littérature par la littérature, l'esthétique par l'esthétique, et pour Breton, libérer l'esthétique par la politique, et pour accéder à quelque chose de plus fondamental. C'est pour ça, à la fin, à un moment donné, il était pour une révolution sociale, pour arriver à des choses qui sont plus complètes, plus exhaustives, qui montrent l'homme dans sa totalité. Et c'est pour ça, les textes automatiques, les récits de rêves, les discours improvisés, les poèmes, dessins, tout ça, Breton trouvait qu'il ne faut pas se contenter de ça, et il faut aller vers des choses plus importantes. Mais l'essentiel à dire, pour conclure sur ce point, c'est que il y a un phénomène particulier, c'est que au XXe siècle, la littérature est elle-même le laboratoire d'elle-même. C'est-à-dire, elle se conteste le nouveau roman, le théâtre de Beckett, qui était dans le non-sens, etc. Il y a même Sartre, avec l'idée de l'engagement, il y a quelque chose d'important par rapport à sa période. C'est-à-dire, c'est pour lui la recherche, ce qu'il appelle, moi je préfère un autre terme à l'engagement, c'est le dévoilement. Le dévoilement, c'est-à-dire comment on dévoile des réalités, comment. C'est pour ça qu'il aimait beaucoup le roman américain, parce que le roman américain, avec Faulkner, on a affaire à des sociétés complexes, on a affaire à des réalités humaines, à des tragédies humaines, et surtout à ce que Sartre appelle la mise en situation de l'être. Et c'est quelque chose de fondamental. Avec Albert Camus, avec André Gide, dans ses voyages. Je crois que le XXe siècle a été un siècle, sur ce plan-là, important. Bien sûr, je passe sur beaucoup de choses, c'est normal. C'est pas une demi-heure et une heure qu'on peut embrasser tout un siècle, ou plutôt toute une puissance d'un siècle, sur le plan de la littérature. Mais ce qui m'intéresse, c'est que toutes les choses qui ont eu lieu, en peinture, en art, au cinéma, etc., ça ne veut pas dire que ça a fait table rase du passé. Il y a toujours des continuités et des discontinuités. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avant-garde en France, en littérature. Il y a des continuités. Mais il y a des phénomènes littéraires. Mais il n'y a plus de bouleversement littéraire. En réalité. On peut les avoir un peu en Amérique latine, on peut les avoir dans certains pays peut-être, mais grâce à la puissance des auteurs, ils n'ont pas en raison des avant-gardes. Les avant-gardes, ils ont joué leur rôle dans la société pendant un certain temps, parce qu'ils apportaient la recherche de l'esprit nouveau, et surtout de cette nécessité fondamentale qui fait que une rupture, ce n'est pas simplement l'abandon de quelque chose, c'est sa reprise sous d'autres formes.